Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette projection exceptionnelle de Tonnerre de Guillaume Braque que nous vous présentons dans le cadre de ce cycle mis sur pied par la Cinémathèque suisse, un autre cinéma français, pour dire qu'il y a aujourd'hui on va dire entre guillemets nouveau cinéma français, ou en tout cas un cinéma français un peu différent qui se développe depuis on va dire 2010 et qui s'est vraiment révélé très fortement avec notamment Solferino et quelques autres films qui ont été très remarqués, notamment par la presse. Films qui souvent n'ont pas été programmés dans les salles de Suisse. Et donc notre idée était à la fois de compenser un manque, ou de remontrer, ou de remettre l'accent sur des films qu'on n'a pas ou peu vus ici en Suisse romande, et puis de dire qu'il y a... ce serait très prétentieux de dire une nouvelle vague. C'est certainement pas une nouvelle vague comme on a pu l'entendre à l'époque par rapport à Godard, Romer, Ridette et compagnie, mais disons un groupe de cinéastes qui, sans forcément avoir de lien entre eux, travaillent parfois avec les mêmes comédiens, parfois avec les mêmes techniciens, parfois avec les mêmes producteurs, et qui ont une forme, je permettrai le terme, de familiarité entre eux. Voilà. Tonnerre de Guillaume Braque est un de ces films-là, un film qui a eu l'honneur de la compétition au festival de Locarno, et nous sommes très heureux ce soir d'accueillir son réalisateur, Guillaume Braque. Bienvenue. Il nous fait l'amitié d'être là avec nous, et il nous fait aussi l'amitié d'être présent après la projection pour dialoguer avec lui. Mais j'ai peut-être dû passer la parole pour quelques mots quand même d'introduction. Oui, bonsoir. En ce moment, je ne quitte plus la Suisse. Donc, je suis très heureux, mais c'est la première fois que je montre, en tout cas que je présente le film en Suisse romande. En effet, je l'ai présenté, enfin la première du film était en Suisse italienne. Ouais. Et je ne sais pas très bien. Vous verrez, c'est un film tout à fait de saison. C'est un film dont le tournage s'est terminé à quelques jours près, très exactement il y a 2 ans. Enfin, on a fini un 10 février 2013 de tourner ce film. C'est un film tout à fait hivernal, vous verrez. Si certains d'entre vous, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu Un monde sans femmes, voilà, vous n'attendez pas à voir la même chose. Enfin, c'est un film... à mon avis, plus inconfortable et plus perturbant et plus tourmenté, je pense, qu'un monde sans femme. Ce qui ne le rend pas moins intéressant, mais... non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que le fait qu'un film soit tourmenté ne rend pas le film pas intéressant, mais... non, mais généralement, je commence à avoir l'habitude à dire qu'il y a 2 bons tiers des spectateurs qui me disent « Ah, on a bien aimé, mais on préférait Un monde sans femme ». Et puis il y a un tiers qui dit « Ah non, quand même, vraiment, on aime beaucoup ce film ». Donc j'espère que ce soir, ce sera... Enfin, qu'il y aura un très gros tiers ce soir. Je pense qu'il y en a aussi un tiers qui n'a pas vu le précédent. C'est ça. Ça ne posera pas de problème. Voire peut-être une moitié, voire même les 3/4. Mais c'est vrai que... Pardon pour ce péché d'orgueil. Donc on se retrouve tout à l'heure. Je précise tout de suite que la discussion sera animée par Lionel Mayer, qui se cache quelque part par là, voilà, qui est à la fois le patron de la section cinéma de l'ECAL, avec laquelle on a organisé ce cycle, parce qu'il y a beaucoup d'échanges aussi de ces cinéastes qui viennent enseigner à l'ECAL, et Guillaume est justement en train de tourner, si j'ai bien compris, dans nos régions d'ailleurs, avec les élèves, dans les montagnes surtout, Jura et Alpes. Et puis Lionel, qui est aussi le vice-président de la Cinémathèque suisse, ce qu'on sait moins. Voilà. Et c'est Lionel qui animera la discussion, parce que moi j'ai des obligations ferroviaires, malheureusement la voiture m'a lâché et je suis obligé de rentrer en train, et donc je ne pourrais pas animer le débat avec la liberté et la détente nécessaires. Merci, bonne projection et à tout à l'heure. Alors on a une trentaine, une quarantaine de minutes pour échanger avec, enfin pas de temps limite, hein, on s'est dit qu'on allait faire comme ça parce que Guillaume est très bavard, mais comme il est très intéressant, on a plutôt tendance à le faire beaucoup parler parce qu'il parle plutôt bien de son travail.
et Guillaume m'a fait promettre de ne poser que des questions, que ce ne soient pas des questions de complaisance pour lancer le débat, parce qu'après on va surtout vous laisser la parole à vous, et de poser que des questions qui m'intéresseraient. Alors il y en a une foule, mais peut-être que je vais en poser une longue pour commencer avant de me taire, mais il y a quelque chose qui est très réussi dans le film, mais qui est en même temps une vraie bizarrerie dans le cinéma français, mais qu'on a un petit peu vu aussi à l'œuvre dans le film de Sophie Le Tourneur, qui est Bibi Biddle, sur le rôle de la langue, comment les gens parlent en fait, et surtout la langue des gens en province, c'est-à-dire en dehors de Paris, entre les gens qui viennent avec des acteurs véritables, reconnus, qu'on peut reconnaître. C'était le cas de Lolita Chama dans le film de Sophie Le Tourneur, c'est le cas de Vincent Macaigne dans un film. Et puis la mixion avec des gens du coin qui parlent avec une langue qui est la leur, et aussi avec une façon de jouer qui est la leur. Il y a une scène, moi, que j'adore, qui est la scène, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est la scène de quand il va s'inscrire pour le journal et qu'on lui dit vous êtes une association. Il y a une sorte de réalité, des réalismes comme ça, mais qui n'est pas du vérisme, qui est une sorte de... On laisse les gens parler comme ils sont et on joue avec ce qu'ils sont. Comment est-ce que cette chose-là, elle s'est réglée quand on écrit le scénario? Parce que ça devient une vraie couleur du film, ça prend beaucoup de place dans le film. Mais comment est-ce qu'on écrit ce genre de choses? Est-ce qu'on l'écrit ou est-ce qu'on l'écrit pas? C'est une très bonne question. Je suis content de partir là-dessus. Non mais en fait, ça c'est quelque chose dont je me suis rendu compte. C'est amusant, j'ai présenté le film un soir à un ciné-club de psychanalystes. Et la question la plus intéressante qu'ils m'ont posée, c'était justement une question par rapport au langage. C'était lacanien alors. C'était des psychanalystes lacaniens. Bah, bizarrement, non. Non. Non, c'était la Société française de... Ouais, enfin bon, bref, la SPP, c'est ça, ouais. Je sais pas. Enfin, bon, Je suis pas psychanalyste. peu importe. Non, et toujours est-il que, du coup, ce soir-là, on avait beaucoup parlé de la question du langage, et moi, je m'étais aperçu que, en fait, j'avais beaucoup de mal avec la manière de s'exprimer, on va dire, dans un certain nombre de films, en fait, des acteurs. Enfin, pour dire plus simple, c'est que j'aime que les acteurs et que les gens qui ne sont pas acteurs aient un rapport très, très vivant au langage. Et en fait, je trouve que beaucoup d'acteurs ne parlent pas comme on parle dans la vie. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est un peu idiot de dire des choses comme ça. Mais déjà, moi, j'ai une manière de m'exprimer depuis toujours qui est assez particulière. Je parle vite, parfois j'avale des mots, etc. Et sans doute que, d'une certaine façon, dans le choix même des acteurs professionnels, parce que quelqu'un comme Vincent Macaigne, là, la jeune comédienne Solène Rigaud, et même Bernard Ménez, même s'il a progressé, parce que quand on l'entendait dans ses premiers films, Du côté de Rouette, c'était quelqu'un qui passait son temps à bredouiller, à buter sur les mots, etc. Enfin, il y avait un rapport au langage qui était un rapport très vivant, et qui, au fond, parce que quand on écoute un peu les gens se parler dans la vie, etc., c'est rare les gens qui s'expriment parfaitement, enfin, à part les psychanalystes et les enseignants, je ne sais quoi, mais il y a beaucoup de gens qui ont des manières de s'exprimer un peu précipitées, ou trop lentes, ou avec des accents, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, auquel je suis très sensible. Pardon, j'ennuie les gens en parlant de ça. Et effectivement, je pense qu'il y a quelque chose dans mon oreille qui recherche ça, et je suis extrêmement touché, effectivement, par des manières de s'exprimer qui ne sont pas lisses, on va dire, qui ne sont pas formatées. Et alors, je ne suis pas du tout dans une recherche de pittoresque, parce qu'encore une fois, ça concerne aussi même les acteurs, et ça pourrait être par exemple, je sais qu'en pensant, je me délecte déjà, en fait, du film que je tournerai en Suisse, parce que, notamment à Genève, parce que je sais qu'il y a plein d'accents. Il y a évidemment l'accent suisse, mais il y a aussi toutes ces nationalités qui sont brassées, etc. Enfin, et du coup, je me dis, ça va être génial. Enfin, il va y avoir plein d'accents, de sonorités différentes, et c'est quelque chose qui m'excite beaucoup. Alors après, comment on s'y prend? La scène dont tu parles, donc, qui est une scène assez amusante, parce que tu m'as déjà dit que c'était une de tes scènes préférées, alors que c'est une scène très anecdotique dans l'absolu, mais effectivement, moi aussi, tout de suite, quand j'ai entendu ce monsieur qu'on ne voit d'ailleurs que de dos, qui n'est pas du tout évidemment acteur, enfin, qui est un habitant de Tonnerre, qui n'est d'ailleurs même pas journaliste pour le coup, et qui dit vous êtes une association et tout, c'est vrai que dans sa manière de le dire, sur le moment, tout de suite je me suis dit ça y est, enfin, là j'ai entendu un truc génial, enfin en tout cas un truc qui me plaît, et effectivement là pour le coup c'était un moment qui était improvisé, qui n'était pas écrit, et qui lui est venu comme ça. Enfin, c'est un tout petit détail, mais moi je suis extrêmement friand de ces tout petits détails qui paraissent, on se
pourquoi en parler pendant des heures, mais c'est important. Mais si on prend une scène, la scène par exemple où l'homme raconte, quand il l'invite et qu'il lui raconte en fait dans le fond toute son histoire un peu mystérieuse et un peu terrifiante, comment est-ce qu'elle est écrite en fait? Parce que si je l'écris en termes de scénario, c'est une scène assez banale. Elle est extraordinaire de par le jeu, de par la façon dont elle est mise en scène, mais comment est-ce qu'elle existait dans le scénario cette scène par exemple? Mais alors ça fait partie des scènes qui sont, on va dire, semi-écrites. Alors, il y a quand même quelque chose que je dois préciser, c'est qu'en fait, ce film est tourné dans un lieu que je connais très bien, et en fait, la plupart, pas tous, mais la plupart des gens qui jouent dans des scènes, et en particulier la scène dont tu parles, là, le viticulteur avec le revolver, c'est quelqu'un que je connais depuis des années, et donc dont je connais évidemment la manière, je connais son émotivité, je connais sa manière de s'exprimer, je connais aussi beaucoup de choses de sa vie, qu'il a pu me raconter au fil des années, et donc c'est une scène que je dialogue pas du tout entièrement. J'avais juste une trame. C'était d'ailleurs assez délicat parce que c'était une trame qui, sans être littéralement des choses qu'il a pu vivre, c'était quand même très proche. Et après, je lui ai expliqué comme ça, quelques semaines avant le tournage, autour de quoi j'avais envie que la scène tourne, de quoi je voulais qu'elle parle, etc. Et lui, il a compris. J'ai quand même un peu écrit un texte, mais dont je savais qu'il ne serait pas respecté. Et après, évidemment, c'est ses mots à lui. Et ça, en fait, ce travail-là est quand même possible que si on a un allié au cœur de la scène, qui a un comédien, et un comédien qui est à la fois généreux, très réactif, très attentif, et c'est le cas de Vincent Macaigne. Parce que là, en fait, quand même, le comédien professionnel a un rôle énorme à ce moment-là, pour justement prendre le relais du réalisateur, en fait, et pour presque se substituer au rapport que moi je peux avoir hors film, dans la vie avec ces gens-là. Tout d'un coup, c'est comme s'il me parlait à moi, en fait. Sauf qu'il parle à l'acteur. Il y avait des scènes comme ça, pour ceux qui l'ont vu dans Un monde sans femme, notamment avec cette dame qui racontait la rencontre avec son mari à Vincent Macaigne. Et ça veut dire par exemple que le travail, les informations de mise en scène que tu pourrais donner toi comme metteur en scène, il y a des choses que tu disais à Vincent Macaigne, de dire parle-en au comédien, ou dirige-toi de ce côté, où tu gardais comme une position. Non, il n'y avait pas en tout cas de petits pièges, de petites ruses. Il ne s'agissait pas de le surprendre devant la caméra. Ça non. Après, en fait, quand les gens en viennent à parler de choses très importantes pour eux, qui comprennent l'importance que ça revêt, et pour eux, et même, et pour le film, etc., et qui sont mis dans certaines conditions de confiance, j'ai l'impression, et à la fois avec quand même l'angoisse très grande d'être devant une caméra, d'être devant des gens en ton âge, c'est vrai que ça produit une sorte de fébrilité que moi je trouve extrêmement belle, qui me touche beaucoup. Mais c'est tout un mélange en fait, et c'est extrêmement fragile. Par exemple, on a la scène du repas qui est juste avant, c'est une scène qu'on avait commencé à tourner un soir, et puis en fait, ce même personnage-là était totalement tétanisé par le fait de tourner. À tel point qu'on a même dû s'arrêter, on a dû tout recommencer le lendemain. Et ça, sur un tournage où le plan de travail quotidien est très serré, c'est extrêmement compliqué. C'est même presque une catastrophe. Mais on a quand même réussi à refaire le lendemain. Et donc c'est un facteur d'aléa très grand, quoi. Mais j'avoue que c'est aussi là que je trouve mon plaisir, en fait. Et peut-être que ça changera, mais si je savais exactement chaque jour, de l'aléa, on peut aussi en avoir de plein d'autres façons, et même avec des acteurs tout à fait professionnels, mais cet aléa-là bien particulier est aussi un moteur, en fait. Et il y a aussi cet aléa, par exemple, de choisir des gens à la dernière minute aussi, parfois. Par exemple, la scène au stade, les vigiles, c'est évidemment des vrais vigiles du stade, et je les ai rencontrés
une demi-heure avant le match. Et le directeur de la sécurité m'a dit, voilà, il y a 4 vigiles, il t'en faut 2, lesquels tu veux. C'était très bizarre, comme ça, il était aligné devant moi. Et il me disait, tu veux plutôt des noirs ou des blancs? Enfin, très étrange. Et moi j'ai dit, je veux surtout ceux que ça amuse, ceux qui ont envie de le faire en fait. Et c'est ces deux-là qui avaient envie de le faire. Donc, c'est les deux de la scène. Et là pour le coup, par exemple, j'aurais juste expliqué en gros ce qui était en jeu, et après ils sont improvisés. Mais bon. Mais avant de vous passer la parole, une dernière question à ce propos-là. Il y a quand même une grande différence entre Un monde sans femmes et Tonnerre, c'est la structure de production. C'est-à-dire qu'Un monde sans femmes, tu as une très grande liberté parce que tout ce que tu dis pouvoir improviser, dans le fond, il n'y a qu'une seule personne à convaincre, c'est toi, puisque tu es le producteur du film, et qu'on peut laisser pas mal de choses, en fait, dans le fond, au tout venant. Là, c'est une société de production rectangle qui est un producteur plus important, il y a plus d'argent. Comment est-ce qu'on explique, comment est-ce qu'on se bat pour avoir cette liberté-là? Au dernier moment, peut-être qu'on choisit autre chose ou qu'on fait différemment, ou qu'on tourne le lendemain la scène qu'on aurait tourné la veille. En fait, ça n'a pas vraiment été un combat. Bon, d'une part, j'ai une productrice intelligente qui aimait mon film précédent et qui se disait, en effet, il ne faut peut-être pas tout changer non plus si je veux avoir un résultat un tout petit peu comparable. Et puis, après, il y a aussi le choix des personnes. Et en fait, moi, pour le coup, j'avais fait en sorte de m'entourer quasiment que... En fait, j'avais le choix de tous les postes de l'équipe. Il y avait un seul poste que je ne pouvais pas choisir et qui revenait à ma productrice, c'était le directeur de production. Et qui est un poste important parce que c'est quand même un peu le chef du tournage. Enfin, et en fait, elle m'en a présenté un, puis un deuxième, puis un troisième. Et en fait, à chaque fois, je disais non, ça ira pas, je sens que ça ira pas. Et à un moment donné, elle m'a dit, écoute, c'est plus possible. Enfin, et par chance, le quatrième, ça m'a semblé évident. Et en fait, c'était quelqu'un qui était encore plus libre d'une certaine façon que nous, quoi. Enfin, c'était presque une folie. Enfin. Alors, et il adorait ce genre de situation, justement. Je vous donne la parole et je me promène avec le micro. Moi, je voulais savoir par rapport à la géographie même du film. En fait, c'est presque un petit road movie à travers Tonnerre. À l'écriture, vous avez déjà pensé à tous ces endroits-là, ou c'est pendant les repérages en fait que vous êtes dit peut-être que cette scène-là, je vais la tourner là plutôt que là-bas? Il y a un peu de ça, mais il y a aussi le fait que je fais un peu les choses à l'envers. Parce que moi, j'ai tendance à faire les repérages avant d'écrire. Donc en fait, au moment où j'écris, souvent je sais que j'écris telle scène pour tel lieu qui m'a plu. Là, en l'occurrence, les repérages, je les ai faits depuis ma naissance, parce que c'est un endroit que je connais depuis que je suis tout petit. Mais bon, voilà, mais quand même... Et j'ai beaucoup de mal, en effet, à écrire des scènes totalement dans le vide. Enfin, j'ai besoin d'être touché par des lieux, en fait, souvent. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais si. Moi j'ai une question sur la structure en fait, parce que c'est la deuxième fois que je le vois et Merci. C'est un plaisir. Il paraît que c'est mieux la deuxième fois, c'est vrai ou non? Non, c'est la même chose. Ça c'est différent, mais c'est pas mieux. Mais bon, ma question. En fait, la première fois que je l'ai lu, en fait, ça a été une vraie surprise, hein, le passage de la comédie au drame, en fait, assumé. Et la deuxième fois que je l'ai vu, comme je savais déjà où le film allait aller, j'avais l'impression de déceler des moments qui nous annonçaient, en fait, d'annonce du drame. Et je voulais savoir comment ça fonctionnait déjà à l'écriture et au montage, j'imagine. Ouais. De toute façon, c'était la grande difficulté du film. Je ne sais pas si c'est totalement satisfaisant, mais c'était la plus grande difficulté du film. C'était justement l'articulation entre presque deux modes de narration, qui est une narration a priori assez libre, avec des scènes comme ça un peu gratuites de vie, de séduction, de famille, enfin bon. Et puis quand même quelque chose qui devait s'enclencher, avancer, presque une sorte de fatalité qui devait se mettre en route. Et puis presque une sorte d'intrigue de film noir, enfin bon, pas tout à fait, mais presque. Et en effet, à l'écriture, c'était pas très bien dosé. Enfin, il y avait un problème qui n'était pas tout à fait réglé à l'écriture, d'autant que l'équilibre du film était un peu différent.
On va dire que la première partie était en fait quasiment les 2 premiers tiers du film, et la bascule arrivait vraiment pour le dernier tiers. Maintenant, la bascule arrive vraiment à la moitié du film, ce qui signifie qu'on a coupé pas mal de scènes au montage au début, et qu'on a essayé vraiment de tendre beaucoup plus le récit. Et même entre la version qui avait été montrée au Festival de Locarno et cette version qui est sortie en salle et puis vous avez vu ce soir, en fait, j'ai remonté le film. Je me souviens moi j'avais vu le film, j'avais été gêné par des choses en projection, et puis je me souviens avoir lu dans un texte quelqu'un qui, pour le coup, qui était un vrai critique, qui disait que il y avait justement une question du dosage des informations qui était compliquée dans le film. Et en fait, du coup, en remontant, j'ai essayé d'enlever certaines informations. Moi, je pense que c'était peut-être un des plaisirs de la seconde vision, c'est justement de déceler des indices qu'on ne voit pas forcément à la première vision. Mais voilà, c'est un peu une astuce pour encourager les gens à voir le film 2 fois. Tu as dit quelque chose d'étrange, enfin pas d'étrange, mais tu le dis souvent en fait en présentant le film, pour ceux qui auraient vu les 2 films précédents, en disant dans le fond, attention, ce film-là n'est pas forcément une comédie, ou c'est un film qui est plus sombre. Et dans les 2 films d'avant, il y avait aussi ça, on a toujours l'impression que c'est des personnages c'est comme des grenades dégoupillées. C'est-à-dire qu'à tout moment, quelque chose pourrait exploser, et il y a une sorte d'humour, mais qui est un humour très fragile, mais dans le bon sens du terme, qui est très suspendu comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui apparaissait déjà dans les 2 films d'avant. À ceci près que je pense que je parle de films que vous n'avez peut-être pas vus, mais notamment dans Le Monde sans femme, je pense que il y a un mélange qui est plus harmonieux, on va dire, entre la noirceur et la comédie. Et que dans ce film-là, je pense qu'il y a une vingtaine de minutes durant lesquelles le rire disparaît complètement. On n'est plus que dans une forme de noirceur et de tension. Et c'est en ça que le film est un peu différent, c'est-à-dire qu'on abandonne vraiment un registre totalement. Et on finit par le retrouver in extremis dans les 5 dernières minutes. Et c'est ça qui rend le film assez bizarre, je pense un peu peut-être perturbant pour certains spectateurs, et peut-être aussi peut-être attrayant pour d'autres, enfin en tout cas étonnant pour d'autres. Mais je pense que c'est là où il y a une bizarrerie du film. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai revu, j'ai revu quelques mois après la sortie du film, parce que des gens m'en ont parlé et m'ont dit, mais quand même il y a des points communs entre La sirène du Mississippi de Truffaut et Tonnerre. Et effectivement, quand j'ai revu le film, ça m'a beaucoup troublé. Pourtant, c'est pas du tout un Truffaut que j'aime particulièrement. Je l'avais vu il y a très très longtemps, donc je ne suis même pas sûr que ça m'ait influencé. Mais par contre, ce qui m'a frappé, c'est que Truffaut avait adapté un livre qui était, je crois, un polar très connu. Et je me suis rendu compte que quand même, il y avait des éléments que je trouvais un petit peu lourds, si je peux me permettre, dans la mise en place justement de l'intrigue policière, avec, par rapport au point de vue, à un moment donné, le comptable de Belmondo assiste à quelque chose qui du coup met sur la piste de la supercherie, enfin bon. Et dans Tonnerre, le risque, mais bon, il jouait le rôle du polar. À mon sens, peut-être c'était un petit peu appuyé, mais voilà. Et dans Tonnerre, ce qui est particulier, c'est que on ne joue pas du tout le jeu du polar, puisqu'en fait, on y plonge brutalement sans y avoir vraiment été amené. On joue le jeu du western. On est peut-être plus proche dans Tonnerre du western que du polar. Truffaut, il disait de La sirène du Mississippi, il disait c'est un film malade. Mais en fait, c'est un film qui crée des contresens. Et ton film crée des contresens. C'est un film qui tout va pas dans le même sens. Est-ce que tu peux dire moins rond, en fait? Oui, c'est un film moins rond. Mais en même temps, c'est parce qu'on se pose la question soit de la comédie, soit du polar. Si on se dit c'est un western, le film est quand même très différent. Oui, mais... J'ai pensé, parce qu'on a invité quelqu'un ici à Cinémathèque Suisse en juin l'année passée, qui était Michael Cimino, qui a présenté ici Heaven's Gate. Et je t'avais dit en voyant le film, il y a la scène que j'aime tellement à la réception où vous êtes une association, il y a exactement la même dans Heaven's Gate, puisqu'il arrive aussi et qu'il s'inscrit, et qu'il y a aussi quelqu'un qui lui dit vous êtes quoi, une compagnie? Et que le type dit non, je suis un individu, etc. Et je viens, etc. Et on voit là, je me dis, mais bien sûr, parce qu'en fait, Tonnerre, c'est aussi un western. Alors, je ne sais pas si tu as pensé, mais l'idée du type qui revient, qui est seul, de la ville contre lui, puis des gens qui se liguent, de l'étranger, c'est un thème qui est. On peut trouver ça dans les films de John Ford, par exemple. Ouais, mais c'est amusant que tu en parles, parce que, comme beaucoup de cinéphiles parisiens, j'ai revu énormément de films de John Ford, enfin d'ailleurs, surtout même découvert beaucoup de John Ford récemment, ces derniers mois.
Et enfin, c'était un... Pardon, je vous invite, si vous n'avez pas vu beaucoup de films de John Ford, à en voir de toute urgence. D'autant que moi, j'étais un immense admirateur du cinéma de Piala, puis je me suis rendu compte qu'en fait, Ford était, je pense, l'une des principales influences de Piala, et que surtout Ford était peut-être, enfin, à ma connaissance, l'un ou même le réalisateur qui maîtrise le mieux ce que moi je préfère au cinéma, c'est-à-dire les ruptures de ton, en fait. Et que c'est complètement fou la façon, dans certains films, dont il bascule de la comédie à la tragédie la plus déchirante, pour rebasculer avec des gags énormes dans la comédie. Enfin, c'est fou, en fait, d'arriver à faire des ruptures comme ça. Et moi, c'est ce qui me transporte le plus. Mais bon, toujours est-il qu'en effet, que tu parles de western de cette façon-là, effectivement, ça me parle. Enfin, mais on y avait un peu pensé pour certaines parties du film, mais effectivement pas tellement dans la trajectoire comme ça du personnage, mais c'est assez juste. Après, c'est aussi une trajectoire de film noir. En fait, beaucoup de films noirs sont aussi construits sur des ruptures comme ça. Ouais, moi je me demande. Moi je me demande en fait comment vous y êtes pris pour écrire le personnage féminin dans le scénario. Quelle était la démarche en fait pour composer ce personnage? C'est une très bonne question parce que je pense que c'est. Le micro est bizarre. Je pense que c'est l'autre aspect qui est, à mon sens, pas totalement satisfaisant dans le film. C'est, je pense, le personnage féminin, enfin, de mon point de vue. Et c'est. En fait, je me suis beaucoup posé la question du point de vue. Et à un moment donné, j'avais écrit le scénario. On avait écrit le scénario différemment avec ma scénariste. Il y avait des scènes auxquelles on assistait sans le personnage de Maxime, qui du coup nous donnait un accès différent à cette jeune femme. Et moi, en fait, j'étais très gêné par ces quelques scènes qui du coup me semblaient très artificielles, informatives, etc. Et à un moment donné, on s'est dit, on ne saura de cette jeune fille que ce que Maxime veut bien en savoir, enfin, et que ce à quoi il a accès, sachant qu'il est quand même dans une certaine forme d'aveuglement amoureux ou passionnel, qui est dans une forme de cristallisation, et que cette jeune fille n'est pas vraiment Mélodie, mais enfin plutôt, d'ailleurs Mélodie, le prénom même, appelle une forme de cristallisation, de stylisation du personnage. Mais donc, en effet, parfois, enfin, en voyant le film, je me dis qu'il manque peut-être quelque chose sur ce personnage féminin. Mais par ailleurs, c'était pas un hasard. En fait, j'ai rencontré Solène Rigaud plus tard que les autres acteurs. J'ai vraiment écrit le film pour Vincent Macken et Bernard Ménez. Et Solène Rigaud, je l'ai rencontrée plutôt sur la fin de l'écriture. Et une fois que je l'ai rencontrée, j'ai l'impression que le personnage féminin a quand même beaucoup gagné. Je m'en suis beaucoup nourri, mais elle arrivait tard. Et voilà. Vous pensiez pas à quelqu'un en particulier en écrivant? Non, mais du coup c'était un problème en fait. Et c'est vrai que dans mon rapport à l'écriture, j'ai beaucoup besoin de. C'est un peu comme l'élu en fait, mais j'ai beaucoup besoin d'avoir un visage, une voix, un corps, etc. quand j'écris. Non, je suis en train de réfléchir si je pensais vraiment à personne. Vous avez le point commun d'ailleurs avec la sirène du Mississippi, c'est que c'est des personnages c'est des femmes qui sont très cruelles, mais qui ont des raisons de l'être. En fait, on ne peut que leur donner raison d'une certaine façon parce qu'elles se protègent d'une violence qui va bien finir par arriver. Peut-être qu'elle la déclenche, mais elle serait arrivée de toute façon. Donc, de Neuve à ça dans la sirène du Mississippi aussi, c'est quelqu'un de très cruel, mais en fait, peut-être qu'elle a raison. Ah, mais elle sauve la vie. Mais d'ailleurs, c'est amusant parce qu'en voyant la sirène du Mississippi, je me suis dit, en fait, ce type de personnage féminin m'énerve maintenant. Enfin, non, mais ça me rappelait du coup tous ces personnages de femmes fatales dans le cinéma français des années 30, enfin, je sais pas, 40. Enfin, je me disais, ces femmes comme ça qui font souffrir les hommes et tout, en fait, j'en avais marre en fait, de ce type de personnage. J'aurais peut-être dû revoir la scène de Mississippi avant. Mais cela dit, bon, ce personnage de Mélodie est quand même. C'est pas vraiment une femme fatale. Et c'est d'ailleurs tout le choix du casting, c'était justement de trouver une comédienne qui puisse être. C'est amusant parce que je me suis aperçu que c'était une comédienne qui plaisait souvent pas mal quand même aux garçons, aux hommes, mais qui avait tendance plutôt à irriter les spectatrices.
et qui même souvent la trouvent mauvaise, alors que c'est assez rare que des hommes la trouvent mauvaise. Mais, donc Les hommes la trouvent bonne. C'est ça? je ne vais pas en dire tant. Mais donc, en tout cas, dans le choix de cette comédienne, je voulais justement m'éloigner autant que possible de cette figure de la femme envoûtante, fatale, à la beauté, et plutôt avoir justement plutôt une sorte de girl next door, très simple, très saine, très touchante, enfin, et justement, et que le danger soit d'autant plus masqué, quoi. D'autres questions? Mais en fait, c'est plutôt sur Un monde sans femme, mais ça rejoint un peu Tonnerre, c'est sur le personnage de Vincent Macaigne. Moi, en fait, quand j'ai vu Un monde sans femme, j'étais très content, en fait, parce que j'avais l'impression que c'était que vous offriez un personnage à Macaigne qu'on lui offrait pas souvent. Parce que moi, j'ai l'impression, même si je trouve que c'est un très bon acteur... Et pourquoi c'était son premier vrai rôle au cinéma, donc. Oui, mais justement, en fait, il joue ce personnage qui est moi, je le trouve, c'est un loser vraiment attachant, mais un peu naze et comme ça. Alors que ça a été un peu perdu, je trouve, dans les autres films où il a tendance à jouer un rôle qui est assez similaire, en fait, dans plusieurs films. Et je me demandais comment vous aviez repensé à lui, en fait, pour Tonnerre, qui est un rôle quand même très différent de celui d'Un monde sans femme. En fait, moi, Vincent, de toute façon, je le connais depuis très très longtemps, enfin, depuis en tout cas 8 ou 9 ans, enfin 7 ou 8 ans, je ne sais plus. Et donc, oui, je le connais très bien. Et effectivement, bon, j'avais évidemment écrit ce rôle d'Un monde sans femme pour lui, en allant chercher... En fait, pour le coup, c'est vrai que le personnage d'Un monde sans femme était un personnage très stylisé, où vraiment j'allais chercher quelque chose chez lui qui me touchait beaucoup, mais en écartant aussi beaucoup de choses. Et donc c'est un personnage qui était très dessiné, en fait, qui était très très contenu, alors Vincent Macaigne est quelqu'un de très très volubile et qui déborde. Et là justement il y avait quelque chose de très très retenu dans le personnage. Alors après, ce qui est bizarre, c'est qu'en effet il y a eu pas mal de films avec lui, bon, quelques longs métrages, mais aussi beaucoup de courts métrages. Peut-être qu'en effet, c'était bizarre, mais je ne vais pas me contredire par rapport à ce qu'on disait dans la table ronde, mais en regardant les choses un peu rapidement, peut-être qu'il y avait effectivement une sorte de... ça pouvait se ressembler, en effet. Et donc moi, en tout cas, j'ai eu envie de m'éloigner assez radicalement, enfin autant que possible, de ce que j'avais fait avec lui dans Un monde sans femme et de ce qui avait pu être fait aussi dans d'autres films. Et en plus, il y avait quelque chose d'assez bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais eu l'impression de ne pas du tout être honnête si j'avais refait de lui le même type de loser, quasiment asexué, de nounours gentil. J'aurais l'impression d'une redite, et j'aurais l'impression aussi qu'au fond, c'était plus ça qui m'intéressait chez lui, c'était plus ça qui me touchait chez lui. Notre relation d'amitié avait beaucoup évolué aussi entre-temps. Je le voyais différemment qu'un autre regard. Il avait été aussi un peu rattrapé par une forme, enfin rattrapé pas dans un sens péjoratif, mais je veux dire, il avait été vraiment mis en lumière, ça devenait un acteur, un metteur en scène à succès, etc. Tout d'un coup, je trouvais ça extrêmement artificiel de lui faire jouer un gentil nounours inoffensif, enfin, pour dire les choses de façon un peu caricaturale. J'avais l'impression de le ramener en arrière en quelque sorte. Et donc, j'ai eu envie aussi de jouer avec une sorte peut-être de pouvoir de séduction presque un peu nouveau, qu'il avait acquis, enfin, et une sorte de charisme aussi, un statut en quelque sorte, même si c'est un statut fragile, puisqu'on voit que c'est plutôt un musicien en difficulté, mais en tout cas c'est quelqu'un qui semble-t-il a eu une notoriété. Et voilà, j'avais envie d'un personnage beaucoup plus sexué, qui garde une forme de fragilité évidemment, mais qui a aussi une force. Et puis il y avait aussi l'apparence physique évidemment, où je voulais qu'il soit beaucoup plus sec, qui se tienne quand même plus droit
par exemple, que ce que j'avais pu faire dans Monde sans femme, où c'est un personnage un peu voûté, comme ça. Et là, en fait, il se voûte à nouveau au fur et à mesure du film. Mais quand il arrive, il est comme... il est mince, élancé, il se tient droit. Enfin. Donc, je sais pas si je réponds à la question, mais c'est quelques éléments de réponse, en tout cas. Le film là, il est tourné à Tonnerre, il en porte le nom. Les 2 films précédents étaient aussi tournés dans des zones périphériques, quand je pense à la France comme un pays très centralisé. Le cinéma français, même dans le récit du quotidien, il est beaucoup ancré à Paris. Tous les films que tu as fait jusqu'à maintenant et le prochain, puisque ce sera Genève, sont des régions qui ne sont pas des régions, même si Genève n'est pas la périphérie de la France, mais qui ne sont pas Paris en tant que tel. Il y a un intérêt comme ça à déplacer, en fait, comme s'il y avait des problématiques qui se vivaient de façon différente en fait en province, et qu'il y avait des réalités propres et qu'il y a une volonté de les exploiter. Alors tu parlais des lieux, mais est-ce que c'est de chercher des lieux en dehors de Paris, ou c'est des lieux qui t'ont inspiré? Est-ce que ça serait imaginable de faire un film à Paris pour toi, parce qu'étant parisien, où il faut que ton lieu du tournage soit un lieu ailleurs? Ouais, pour l'instant. Et c'est marrant parce que j'y pensais récemment, je me disais que même, en fait, enfin, pour faire une réponse beaucoup plus pragmatique et concrète, le temps du tournage, si on tourne à Paris, n'est pas du tout le même temps que si on tourne ailleurs, en fait. Et si on tourne ailleurs, il y a quand même une sorte d'immersion, avec quelques interruptions, parce que les gens ne restent pas non plus en continu, mais quand même, on est complètement plongé dans le film, tandis que tourner à Paris, ça signifie qu'en fait, la majorité de l'équipe rentre tous les soirs chez elle, et revient le matin, et ça, je trouve ça très étrange, en fait. Et c'est vrai que je suis... j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans cette espèce de temps hors de la vie habituelle, dans un lieu qui est inconnu pour la plupart des gens. Généralement, il se trouve que pour un des personnages du film, c'est aussi un lieu qui est un lieu étranger, possiblement hostile, en tout cas un lieu qu'il découvre. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui se rejoue, qui est intéressant là-dedans, en fait. Mais... Et puis après, je pense que j'ai aussi une sorte de besoin qui est paradoxal, parce qu'il y a un besoin de déplacement et de transposer aussi ailleurs des histoires. Mais ce qui est paradoxal, c'est que c'est pas n'importe où, généralement c'est dans des lieux où j'ai quand même une attache affective forte. Mais n'empêche que, par exemple, à Tonnerre, dans Tonnerre, je me suis inspiré, enfin, il y a des éléments personnels dans le récit, mais ces éléments ne sont jamais déroulés à Tonnerre. Et j'ai vécu d'autres choses à Tonnerre qui ne sont pas dans le film. Mais c'est un lieu qui est chargé, enfin, de plein de choses pour moi. Mais j'ai besoin de cette transposition. Et puis je crois aussi qu'il y a aussi même la force presque symbolique d'un lieu et la façon dont un lieu peut rejouer, exprimer au fond des émotions qui sont à l'œuvre dans le film. Enfin, alors, quelles sont les émotions qui sont à l'œuvre dans le film à Genève? Qu'est-ce qu'on voit à Genève qu'on ne voit pas autre part? La raison pour laquelle tu vas faire un film à Genève? C'est aussi lié à ton histoire personnelle, du coup. Mais pourquoi est-ce que l'histoire que tu vas filmer, quelle qu'elle soit, ne peut se passer qu'à Genève, ou en quoi elle est différente si elle est à Genève qu'à Paris? On en parlera dans 2 ans. On n'en parlera pas ce soir, c'est trop... Trop personnel, ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Guillaume? Si c'est pas le cas, tu auras l'occasion de découvrir que, en fait, à Genève, il y a l'accent genevois, il y a l'accent vaudois qui est le mien, il y a l'accent neuchâtelois qui est celui de Frédéric Klein, il n'y a pas d'accent suisse, tu vois. Non, mais ça, je sais, j'ai remarqué. D'accord. Non, mais... Merci beaucoup en tout cas, Guillaume, de ta présence. Et puis si vous n'avez pas vu Un monde sans femme et Le naufragé, vous le trouvez en DVD. Il y a une édition qui présente les 2 films qui sont très complémentaires parce que ça raconte... c'est un personnage qui continue, qui est joué par Vincent Macken et qui est un peu le même personnage dans les 2 films. Et donc les 2 films se regardent aisément à la suite. Ils étaient présentés comme ça lors de l'exploitation en France. Et donc c'est tout à fait cohérent de les voir à la suite. Vous verrez que c'est très différent et en même temps que c'est très semblable à Tonnerre, enfin en tout cas qui a une patte. Moi je me souviens, je vais faire un truc bizarre comme discussion, parce que c'est comme c'est un film que j'ai fait il y a assez longtemps, et en fait comme je suis totalement dans autre chose, du coup il y a un côté un peu psychanalytique comme ça, à se replonger dans le film, à n'en voir que les défauts, et à l'analyser d'un peu comme ça. Mais bon, j'espère que vous qui étiez dedans, et peut-être qui découvriez, vous n'avez pas le même rapport que moi. Non, merci de cette franchise, au contraire, merci de cette honnêteté intellectuelle. Non mais c'est toujours étrange en fait, le moment où on parle d'un film en fait.
Mais du coup, c'est un film dont je ne projette que les défauts, alors que je sais quand même qu'il y a un certain nombre de qualités. Merci beaucoup. Merci Guillaume.